Donc on rappelle, la première crise des agriculteurs en France de cette année, c'est janvier-février. Les principales revendications alors, c'est les prix de vente insuffisants, le problème des monopoles, type Lactalis sur le prix du lait, etc. Ça, c'est la moitié des agriculteurs, plus de la moitié des agriculteurs qui nomment, à l'époque, début de l'année, ça comme étant le principal facteur de colère et de mobilisation. Le prix de vente insuffisant, le prix de revient insuffisant, les problèmes de monopole, de certaines filières, etc. Et du coup de dépendance de leur exploitation à d'autres grands groupes et... ça, pour beaucoup, c'est vraiment le nerf de la guerre. Pour un tiers des agriculteurs, le problème, c'était la norme et les contrôles. Les normes et les contrôles, beaucoup s'en plaignent, on va y revenir. Pour un quart des agriculteurs, c'était la vulnérabilité environnementale et climatique dans une période où on avait connu la sécheresse assez intensément, et d'ailleurs, sécheresse qui a persisté cette année dans une partie du sud-ouest, notamment dans les Pyrénées-Orientales. Et pour un cinquième des agriculteurs, c'était le manque de reconnaissance et de considération. On avait donc ça comme principaux catalyseurs de la grogne et de la mobilisation, avec quand même, en retenant quand même sur tout ça, surtout le problème du prix de vente et de prix de revient et leur dépendance quand même, notamment aux centrales d'achat. Donc ça a été lié à trois principales demandes à l'origine, trois principales revendications tout début janvier ou mi-janvier. Tout d'abord, une meilleure prise en charge de la MHE, donc la maladie hémorragique épisodique, donc une épidémie qui a touché surtout les vaches, pour les questions des indemnisations des agriculteurs. L'annulation de la hausse du GNR, donc du gaz non routier. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le rouge aussi. C'est le gaz destiné aux engins agricoles, aux engins de service. C'est aussi par exemple ce qu'on foutait dans les moteurs de train. Bref, c'est que certains allaient se servir là-bas pour, à l'époque où mon père était cheminot, pour remplir la tondeuse ou la débroussailleuse, je m'en souviens bien. Je ne citerai pas de nom. Et il y avait aussi des avancées sur les retenues d'eau, puisqu'on était en plein épisode des méga-bassines. Et ça faisait partie des demandes à l'origine, évidemment, les méga-bassines. Donc tout ça était surtout lié aux enjeux du sud-ouest, aux enjeux liés à la sécheresse, et c'était du coup un enjeu très territorialisé, très localisé. La question de la protection contre les accords de libre-échange, comme le Mercosur, ont été évoqués, mais c'est absolument pas central. On avait aussi entendu parler du plan Éco-Phyto, qui n'était absolument pas central, mais qui avait comme été suspendu pour calmer la grogne des agriculteurs, alors que c'était plus une demande de la FNSEA qu'une vraie demande des agriculteurs. Puisque du coup, la FNSEA et les JA, donc les jeunesses agricoles, avaient pris le lead, enfin les jeunes agriculteurs, pardon, avaient pris le lead de la révolte. Ils avaient demandé 120 mesures à l'État, dont essentiellement quand même des mesures fiscales et des mesures en rapport avec les normes administratives. Des mesures qui ont quand même pas mal invisibilisé les demandes de la Confédération paysanne et du MODEF, focalisées plutôt sur la remise en question des marges de la grande distribution et sur les prix planchers. Et en fait, je vais le faire assez simple, je vais vous le schématiser comme ça, mais FNSEA, JA et CR, dont on parlera juste après, ce sont plutôt les syndicats de droite, voire d'extrême droite pour les CR. MODEF et Conf Paysanne, ce sont plutôt les syndicats de gauche chez les agriculteurs. Souvent, ils sont d'accord sur le motif de la contestation, de la mobilisation. Ils ne sont pas d'accord sur les solutions, sur le modèle vers lequel il faudrait tendre. Ça, c'est très important de le comprendre. Et la FNSEA est le plus gros syndicat agricole, c'est plus de la moitié des agriculteurs syndiqués qui sont la FNSEA. Donc on avait eu à l'époque beaucoup de symboles qui avaient été pris pour cible. Il y avait eu l'agence de l'eau, des locaux régionaux d'Europe Écologie Les Verts. On avait eu un bâtiment de la MSA, donc c'est une mutuelle, qui avait été incendié par des viticulteurs qui avaient revendiqué, et pour qui il ne s'était absolument rien passé sur le plan légal. On avait aussi un bureau de douane qui avait été incendié, pareil, aucune poursuite ni rien. Ça avait interrogé pas mal de gens, dont Sophie Binet, qui rappelait que les Gilets jaunes n'avaient pas du tout eu le même traitement médiatique par les forces de l'ordre, très clairement. On avait eu ensuite cette question de la siège il fallait siéger Paris, le siège de la capitale, du marché de Rungis fin janvier. Il y avait 8 autoroutes bloquées, pendant que la Confédération paysanne, elle, disait qu'il fallait bloquer les centrales d'achat. On avait eu l'annonce ensuite du coup de Gabriel Attal, annulation de l'augmentation du GNR, des mesures de simplification administrative. Il y avait une dizaine de mesures qui avaient été promises à discuter, des questions des aides, etc. Le Mercosur avait été remis en question. Donc la FNSEA, les jeunes agriculteurs, les JA, avaient demandé la levée des blocages le 1er février suite à ces annonces, même si elle les trouvait insuffisantes, alors que la Conf Paysanne et le MODEF demandaient à ce qu'on poursuive le mouvement. Donc tout le monde est rentré à la maison, et puis ensuite blablabla, patatras, dissolution, etc. Et puis rien n'a changé. Surprise. Donc là, ça y est, c'est reparti, c'est le retour. Désormais, pour le coup, c'est vraiment le Mercosur qui pose problème, le Mercosur, parce que le maître mot, c'est la concurrence déloyale de cet accord, un accord qui met les agriculteurs français en concurrence avec des tarifs impossibles à atteindre en Europe sans
sans tomber dans des marges négatives, parce que les normes de production en Amérique du Sud sont beaucoup plus basses, les standards sont beaucoup plus faibles. Du coup, c'est impossible pour l'agriculteur français de lutter contre ça et voilà. Bon, après, on va rappeler après, mais bon, il y a du vrai et il y a du moins vrai dans tout ça, mais bon. Et le reste est loin d'être réglé. La question de la rémunération, de la reconnaissance, etc. sont des choses qui sont quand même des gros catalyseurs. Donc tous les syndicats d'agriculteurs sont d'accord sur le Mercosur, même si leur vision, comme je disais, la vision de l'agriculture est très différente, voire très antinomique. Il y a France Info qui a été interviewé des agriculteurs qui sont dans les différents syndicats d'agriculture. Et ce qu'on peut retenir, c'est qu'en gros, je vous le schématise, la FNSEA, elle est plutôt pour abaisser les normes en France. En gros, le Mercosur, d'accord, mais si jamais nous, on peut produire, pas forcément dans les conditions des agriculteurs, mais nous, on nous retire le glyphosate, on nous retire ceci, on nous retire machin, alors que là-bas, ils ont du bœuf aux hormones. Je sais pas si leur rhétorique, c'est de dire qu'il faut couper la poire en deux, mais clairement, on a trop de normes. C'est le maître mot quand même de la FNSEA et du relais de la FNSEA, c'est il faut simplifier administrativement, moins de contrôle, moins de normes. C'est un peu l'idée. Pour moi, elle est suicidaire parce que du coup, ce sur quoi l'agriculture française se démarque aujourd'hui, quand on est français et qu'on veut consommer français, c'est sur la qualité. Si demain l'agriculteur français, il est pas beaucoup moins cher, il est pas beaucoup plus cher, pardon, mais que par contre, il a les mêmes normes que tout le monde et qu'il produit de manière... moi, je m'en fous d'acheter du coup du bœuf qui vient d'ailleurs. Enfin, bref, ça c'est un autre sujet, mais selon moi, c'est vraiment ne pas voir plus loin que le bout de son nez. Mais bref, peu importe. On a la Confédération paysanne qui, elle, met l'accent plutôt dans sa critique du Mercosur, sur le fait qu'on devrait produire localement. Pas de marché mondial. Il faut changer de modèle global. Il faut arrêter cette mondialisation, cette libéralisation à outrance, etc. Donc on est complètement sur tout à fait autre chose. La Confédération paysanne, par exemple, elle dit, et le gars qui est interviewé par France Info, dit moi je ne crois pas que le FNSEA soit opposé au Mercosur. Je pense que la FNSEA clame son opposition que pour des raisons qui sont politiques. Et ça, on va y revenir après, parce qu'il y a un enjeu politique dans cette mobilisation qui est assez important. Parce qu'en réalité, la FNSEA a aussi dans ses adhérents beaucoup de gens qui seraient très contents d'avoir le Mercosur. Des viticulteurs, des producteurs de fromage, j'en sais rien. Il y en a quand même quelques-uns qui ont intérêt à avoir le cognac aussi, à avoir du Mercosur. Les jeunesses, les JA, donc c'est le maître mot du gars interviewé, c'est aussi marre des contrôles, de toute façon faut consommer français cocorico, un peu de patriotisme. Et les CR, donc ils sont un peu fascisants, ils veulent augmenter les prix pour être mieux rémunérés, et surtout ils sont contre les aides. Nous on veut vivre notre travail, on est contre l'assistanat, c'est un peu l'idée, pour être fiers de notre travail, blablabla, machin, et eux ils sont pour des méthodes plus musclées, on va en parler juste après. Et juste après c'est maintenant, puisque vous avez vu que l'Office français de la biodiversité a été attaqué dans l'Oise et dans la Creuse, sans réaction politique majeure, parce qu'effectivement, bien sûr, le problème des agriculteurs, c'est l'agence de la biodiversité. On a vu le blocage des autoroutes, et on a par contre, on a eu aussi le blocage de ports, blocage de centrales d'achat, etc. Blablabla. Donc la question qu'on peut se poser dans tout ça, c'est est-ce que les agriculteurs vivent si mal qu'ils le disent ? C'est une vraie question qu'on peut se poser, c'est une vraie question. Moi j'avais lu un sujet dans Alternative économique là-dessus. Faut quand même dire qu'il y a de très grosses disparités. En 30 ans, le revenu des agriculteurs a baissé de 40%. Le revenu de la filière agricole a baissé de 40%. Et le nombre d'exploitations a baissé de 60%, si bien que en fait les revenus par exploitation ont eu tendance à augmenter. Bon, en moyenne, un agriculteur, ça touche dans les 1910 € par mois, de ce que j'ai vu sur Vie Publique. Mais c'est pas révélateur de grand chose ce chiffre, parce qu'en fait, si vous faites des chèvres, des moutons, des chevaux, des fruits, vous êtes souvent très en bas dans la fourchette. Alors que si jamais vous faites, vous faites du bœuf en vue d'être consommé pour de la viande, c'est relativement mal payé. J'ai des amis, moi, qui sont installés en agriculture, ils font un peu de viande et ils veulent faire du fromage, c'est des rémunérations qui sont vraiment basses, par rapport au temps de travail et par rapport à l'implication, ça c'est sûr, surtout quand c'est des petites exploitations. Le plus haut, clairement, c'est ceux qui font du vin, du porc et du céréal. Ça, ce sont clairement les éleveurs qui se mettent le mieux, notamment ceux qui ont des grandes plaines, ceux qui sont dans les grandes plaines, dans le nord, dans le centre de la France. Et qui ne voient pas tous nécessairement le Mercosur d'un mauvais œil, ceux-là, notamment. Donc le niveau médian d'un agriculteur correspond à peu près à celui de l'ensemble des ménages, et il y a une rentabilité en augmentation, notamment sur les produits alimentaires. Le résultat net avant impôt en équivalent temps plein a augmenté de 28% entre 2021 et 2022, au plus haut de la crise des prix. Donc ça a plutôt tendance quand même malgré tout à s'améliorer. Mais on notera quand même qu'il y a 1/5 du revenu des ressources agricoles qui sont en moyenne en provenance du fermage, c'est-à-dire en gros de la location de terre. Ce qui suppose qu'il y a 20% de gens, 20% des exploitations, 20% du revenu qui bénéficient en fait de la location.
en tant que propriétaire, c'est qu'il y a aussi une bonne partie de gens qui se retrouvent à devoir louer ces mêmes terres pour pouvoir les exploiter, et ce qui les met dans une précarité assez importante. Moi, mes amis qui comptent reprendre une ferme, c'est ce qu'ils risquent de faire. Je l'avais déjà expliqué plusieurs fois. Vendre des terres pour les louer à la personne à qui ils les vendent pour pouvoir les exploiter parce qu'ils n'ont pas les moyens de les acheter. C'est assez terrible, mais c'est aussi assez révélateur. Donc en fait, l'agriculture, c'est très vaste, c'est très divers. Il y a énormément de secteurs très différents et il y a énormément de revenus ou de modèles qui sont aussi très différents et qui supposent aussi des intérêts très différents au sein même des agriculteurs ou de la filière agricole. La crainte, elle est fondée sur le Mercosur, en partie en tout cas, mais il faut quand même qu'on note par exemple sur le bœuf aux hormones. En France, en fait, on importe déjà aujourd'hui très peu de bœuf. On importe essentiellement du bœuf pour la restauration rapide, mais on importe sinon quasiment rien. Dans les grandes surfaces, que ce soit dans les grandes surfaces ou dans les restaurants, c'est essentiellement du bœuf français qui est, ou à minima du bœuf européen qui est servi. On importe surtout, j'ai vu en France, du poulet. Ça oui, parce que la production a tendance à beaucoup baisser en France, alors que la consommation a tendance à beaucoup augmenter. Et les légumes qui poussent mal ou qui ne poussent pas en France, tous les légumes exotiques, les tomates, ce genre de trucs, qui viennent essentiellement du Maroc et d'Espagne, qui viennent pas non plus totalement de l'autre bout du monde. On en a aussi, les haricots du Kenya, les avocats d'Israël, etc. Mais globalement, tout ce qui pousse en France, tout ce qui peut pousser en France, on consomme relativement français. Donc la question des 100 000 tonnes de bœuf qui pourraient rentrer en Union Européenne après la signature, qui est censé théoriquement être dans des normes plutôt acceptables pour l'Union Européenne, contrôlées, etc. Bon, moi, la question des contrôles, s'il n'y a personne pour contrôler, c'est que les contrôles n'existent pas, c'est comme si la loi n'existait pas. C'est quand même, malgré tout, pas du tout dit que ce soit la France qui soit visée comme marché spécifiquement. Il y a d'autres pays d'Europe qui sont probablement concernés et qui sont ciblés. Pareil sur les 60 000 tonnes de riz ou les 45 000 tonnes de miel. Paraît pas dit que la France soit particulièrement le marché ciblé, mais de toute façon, c'est pas comme si pour le riz, on n'en importait pas déjà, et pour le miel, on ne faisait pas déjà face à la concurrence particulièrement déloyale d'une bonne partie des acteurs du secteur. C'est très souvent dénoncé par des reportages, des machins, des trucs, où on peut appeler miel tout un tas de choses qui n'ont pas grand-chose à voir avec le miel sous AOP que vous pouvez avoir dans les Vosges, etc., où il y a des gens qui font voyager leurs abeilles pour les mettre à tel endroit, pour faire un miel de telle qualité. On n'est pas du tout là-dessus dans beaucoup de miel, sur beaucoup de miel. Donc le Mercosur, théoriquement, est censé avoir plusieurs normes et règles qui sont prévues pour limiter au moins temporairement les accords localement ou par filière ou pour protéger les AOP, il faut le savoir. Donc il n'y a pas non plus tellement cette dimension de « ah, si c'est voté, on peut rien faire ». En fait, le pouvoir politique pourrait malgré tout décider localement de transiger, d'adapter, de contourner d'une manière ou d'une autre les accords du Mercosur si jamais l'envie était vraiment présente de le faire. C'est toujours le problème. Donc le principal enjeu, c'est la vraie question, est-ce que le principal enjeu ne serait pas politique? Parce que la FNSEA qui se mobilise corps et âme contre le Mercosur et dont on peut douter de la... Je doute aussi, dont on peut douter de la sincérité, il faut quand même pas perdre en compte de vue que y a des élections professionnelles pour la Chambre d'agriculture qui ont bientôt lieu, je crois que c'est en janvier. Et qu'actuellement la FNSEA donc 55%, représente 55% du total. La coordination rurale et la Confédération paysanne à peu près chacune 20%, la coordination rurale étant un peu devant. Et l'objectif affiché de la coordination rurale, très clairement, c'est de récupérer 15 à 20 départements. 15 à 20 chambres départementales, là où ils en dirigent actuellement 3. Le Lot-et-Garonne, la Vienne et la Haute-Vienne. Donc savoir que la coordination rurale, c'est une scission de la FNSEA, une scission qui est apparue en 92. La FNSEA, c'est plutôt en mode on va dialoguer, on va se mettre bien avec les élus, on va les caresser dans le sens du poil, etc. La coordination rurale, c'est plutôt on va faire les opérations coup de poing, on va se faire remarquer. Donc ils portent tous des bonnets jaunes, ils font des grosses actions, ils veulent et ils disent pouvoir provoquer le chaos, notamment pour se faire connaître parce qu'il manque d'ancrage local à beaucoup d'endroits. Mais il y a un très gros enjeu de contrôle des chambres d'agriculture, dont dépendent vraiment beaucoup de choses. Les chambres d'agriculture, c'est vraiment, j'ai encore une fois mes potes qui s'installent en agriculture là à côté de Rennes. Ils y sont tous les 4 matins, la chambre d'agriculture, et c'est très politique, c'est très important c'est vraiment très central malgré tout dans leur fonctionnement. Donc ce que ça va donner, on va bien voir. Moi je crois que les agriculteurs de toute façon ça va être encore les cocus de l'histoire parce que mine de rien, tant qu'ils continueront à suivre aveuglément un syndicat qui, dans ses traditions politiques et dans ses envies, dans ses intérêts, défend précisément au global tout ce qui leur provoque du tort à eux, ils sont condamnés de toute façon à ne jamais s'en sortir de ce côté-là. Ça, c'est évident. La FNSEA, ça avait été d'ailleurs mis en cause par un complément d'enquête en début de l'année, représente surtout ses intérêts plutôt que, et du coup les intérêts de ses principaux gros clients, on va dire quelque part, ou gros sociétaires, gros syndiqués qui sont
dont les intérêts sont très 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 en opposition avec les petits exploitants, de toute façon.